la majorité des réfugiés dans le monde est invisible. Ils sont invisibles d'abord parce que, contrairement à ce qu'on pense souvent, la plupart des réfugiés ne vivent pas en Europe. Quand on regarde les chiffres, on se rend compte que 86% des réfugiés à l'heure actuelle vivent dans les pays du Sud, très souvent dans des pays proches des zones de conflit. Ils sont invisibles aussi parce que la plupart d'entre eux ne trouvent pas refuge dans les camps humanitaires de ces pays, mais bien plus dans les villes, et donc loin de l'assistance humanitaire et loin de l'attention médiatique. À chaque nouvelle crise de réfugiés, on voit à la télévision ces images de camps, ces tentes qui abritent des enfants, des femmes, des hommes, des vieillards. Et pourtant, ces images, elles ne reflètent que très partiellement la réalité des déplacements de population à l'heure actuelle. Quand on regarde les chiffres une fois de plus, on se rend compte que 58% des réfugiés aujourd'hui vivent dans les villes et non dans les camps humanitaires. En fait, quand on y regarde de près, ce n'est pas aussi surprenant que ça pourrait le paraître à première vue. Il faut bien s'imaginer, penser à l'âge que vous avez à l'heure actuelle et rajoutez-y 17 ans. 17 ans, c'est le temps moyen que les réfugiés passent en exil. Donc il faut s'imaginer soi-même vivre pendant 17 ans dans un camp, donc sous une tente, sans accès à une éducation digne de ce nom, sans accès au marché du travail, dans une très grande précarité, dépendant de l'aide humanitaire pour sa propre survie, celle de vos proches. Est-ce que vous resteriez 17 ans dans un camp de réfugiés ? Ce qui est certain, c'est que la plupart des réfugiés à l'heure actuelle, ils préfèrent plutôt aller dans les villes avec cet espoir de reconstruire leur vie, de retrouver un semblant de normalité. Le problème, c'est que la plupart du temps, dans les pays du Sud, ça veut dire vivre dans une très grande précarité, avec très peu de soutien humanitaire ou pas de soutien humanitaire du tout, dans une situation des plus complexes et en somme dans la plus grande invisibilité. Or, on ne peut pas aider ceux qu'on ne voit pas. La première manière de résoudre un problème, c'est avant tout de le voir. Et j'ai donc cofondé Urban Refugees en 2012 avec David Delvalle, avec cette idée toute simple, rendre visibles les invisibles, attirer l'attention, l'assistance humanitaire sur ces millions de réfugiés urbains dans les pays du Sud. Alors à Urban Refugees, on a défini 3 leviers d'action. Le premier, c'est le plaidoyer politique. Ça veut dire attirer l'attention des décideurs politiques, l'attention de la communauté internationale sur la nécessité de prendre en charge les réfugiés urbains, mais aussi sur la nécessité de développer des alternatives aux camps de réfugiés. Parce que les camps ne peuvent pas être une réponse systématique aux crises. Concrètement, ça veut dire qu'on milite. On rencontre des décideurs politiques, on siège dans un groupe de travail des Nations Unies, et c'est un travail évidemment de longue haleine, mais c'est essentiel si on veut que les choses changent à grande échelle. Si évidemment l'aspect politique a toute son importance, il est aussi essentiel d'aider les ONG, la communauté humanitaire, à développer des programmes pour les réfugiés urbains. Et c'est là notre deuxième levier d'action. Il faut bien comprendre que ça fait 50 ans que les camps humanitaires sont la manière privilégiée de gérer les crises de réfugiés. Mais comme on s'en doute, aller soutenir des réfugiés dans des villes, ça requiert une expertise qui est complètement différente. Il va falloir, par exemple, aller négocier avec les autorités municipales. Il va falloir identifier les réfugiés dans des zones urbaines très vastes. Il faut aussi parvenir à les soutenir sans créer des tensions avec la population locale qui est déjà très souvent précarisée par la crise. Donc là, il y a un véritable phénomène, un véritable défi d'adaptation à l'heure actuelle pour la communauté humanitaire, pour les ONG. Et pour répondre à ce défi d'adaptation, on a créé donc un réseau d'entraide, un réseau de partage de bonnes pratiques entre les ONG. Donc en clair, à l'heure actuelle, nous avons un réseau de 80 ONG dans 40 pays qui s'entraident à développer, à répliquer des programmes
pour les réfugiés urbains qui marche. Pour vous donner un exemple, à l'heure actuelle, on est en train d'aider une ONG en Jordanie à développer un centre communautaire pour les réfugiés urbains en la mettant en lien avec une ONG en Indonésie qui a une très forte expertise dans ce domaine. Mais si, évidemment, les politiques et les humanitaires ont leur rôle à jouer, le plus essentiel, en tout cas à nos yeux, et le plus efficace, ça reste encore de soutenir les initiatives des réfugiés urbains eux-mêmes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un peu partout dans le monde, les réfugiés créent des groupes d'entraide pour soutenir leur propre communauté. C'est un peu comme si tous ici, nous étions déplacés demain, qu'on devenait réfugiés et qu'on allait trouver refuge au Maroc. Une des premières choses qu'on ferait, ce serait de s'entraider entre Français. On créerait sans aucun doute un groupe d'entraide, le groupe d'entraide des réfugiés français au Maroc. Les réfugiés urbains font ça un peu partout dans le monde. Et j'ai pu voir de mes propres yeux l'efficacité de ces groupes d'entraide quand je travaillais au Moyen-Orient avant de créer Urban Refugees. L'organisation avec laquelle je travaillais avait été mise au courant de la détention d'Omar, un réfugié soudanais, grâce au groupe d'entraide de réfugiés soudanais du pays qui nous avait alertés sur sa disparition. C'est donc des groupes qui jouent un rôle essentiel. Mais le problème, c'est que ces groupes sont très souvent informels. Leurs compétences, leurs moyens sont très limités. Et donc, pour remédier à ce problème-là, on a créé un programme d'incubation. C'est un programme de 6 mois où nous offrons des formations de manière intensive aux leaders réfugiés de ces organisations, pour qu'ils puissent faire de leur organisation une organisation solide. Et donc, de la même manière que les entreprises ont McKinsey, les réfugiés urbains ont Urban Refugees et notre incubateur. On utilise les mêmes méthodologies que ces cabinets de conseil. Pour ceux qui sont familiers du jargon, on fait de la conduite du changement, de l'audit des pratiques. Et donc, on aide ces groupes d'entraide à mieux se structurer. À l'heure actuelle, on travaille avec un groupe de réfugiés afghans dans un pays d'Asie du Sud-Est. Et à l'issue de notre programme, cette organisation pourra véritablement délivrer des services de qualité à sa propre communauté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils pourront appeler les Nations Unies quand un de leurs membres sera mis en détention. Ça veut dire qu'ils pourront faire des classes pour les enfants qui n'ont pas accès au système éducatif, qui pourront faire des sessions d'accès aux soins, parce que les réfugiés n'ont pas accès au système de santé dans le pays dans lequel ils sont. Ça veut dire qu'ils pourront également faire du plaidoyer pour leurs propres droits, notamment auprès des Nations Unies. Il y a un grand rêve, en fait, derrière ce projet-là. Et c'est celui de créer un Conseil international des réfugiés. Ce sera en quelque sorte une fédération de tous ces groupes d'entraide de réfugiés au niveau international qui fera porter tous ensemble leur voix. Je vous ai dit qu'à Urban Refugees, on avait 3 leviers d'action. En vérité, on en a un 4e. Et ce 4e levier, c'est vous. Sans vous, ces groupes, ces réfugiés, ils resteront dans l'oubli. Vous pouvez dès aujourd'hui vous engager avec des associations comme les nôtres. On a des besoins de compétences, on a des besoins de bénévoles. Vous pouvez changer la donne et on n'y arrivera pas sans vous. Chaque jour, de nouveaux réfugiés partent vers les villes et donc vers l'oubli. Il est grand temps de rendre visible l'invisible. Merci beaucoup.